Nous allons maintenant, sans tarder, passer à Monique. On va maintenant rêver un peu parce que j'ai été un peu trop sérieux, David. Oui, voilà. C'était le rêve aussi, effectivement. Oui, bien sûr, donc, bien sûr. nous allons passer donc, à Monique qui va nous parler de son expérience en tant que productrice et cinéaste. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que je pense que parfois, nous, en tant qu'Africains, il faut se dire aussi qu'on peut occuper toutes les fonctions. Bien sûr. Il n'y a pas des fonctions qui sont réservées uniquement aux Africains, d'autres uniquement aux Pakistanais, d'autres uniquement aux Libanais. Voilà. Donc, nous devons aussi apprendre à nous ouvrir et à pousser nos enfants à s'intéresser à tous les métiers. Donc, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que je suis très content qu'on puisse accueillir Monique aujourd'hui. Donc, je propose à Monique, on va se déplacer un peu. Monique va se mettre ici pour nos invités en ligne. Merci. On va éteindre ça, Monique. Merci. Voilà, je m'appelle Monique Mbeka. Ça marche le micro? Oui, ça marche. Oui. Et on te voit aussi. Hein. On te voit. Je voudrais en tout premier lieu vous remercier pour votre présence et remercier AfriquePass, dont j'ai été un des bénéficiaires. Il m'a pas mis dans il m'a pas mis dans son tableau, mais effectivement, tout dernièrement, AfriquePass m'a permis de résider pendant 2 à 3 semaines à Cotonou, dans une villa qu'ils ont payée pour moi. Donc, je tiens vraiment publiquement à les remercier parce que je suis dans une phase où je travaille à l'écriture de projets. C'est une phase qui peut parfois durer très, très, très longtemps parce que plus on a une bonne matière bien établi, bien fouillé, bien analysé, et plus le projet aura de la crédibilité. Mais tout ce temps d'investissement est un temps qui est généralement à ma charge et qui fait que souvent les projets n'aboutissent pas parce que j'imagine que tout le monde a envie de faire des films comme Black Panther et être une vedette. Mais bien sûr, ce qui empêche tout ça, c'est que c'est ce temps de préparation qui très souvent est très difficile à financer et certainement pas dans nos pays. Donc AfriquePass m'ayant soutenu, j'ai eu donc la possibilité d'aller au Bénin tout dernièrement et de commencer à travailler sur le projet de long métrage que je souhaite faire. Et ce projet m'amène en fait tout à fait en liaison avec les deux interventions qui m'ont précédée. Virgile a dit à un moment donné, il est important que les Africains s'approprient toute l'Afrique et n'estiment pas qu'ils n'ont à faire que dans leur pays d'origine. Effectivement, d'origine congolaise, je suis très liée au Bénin, très liée à cette histoire-là, l'histoire du royaume d'Abomey d'ailleurs, qui sera en partie une des grandes aspirations de mon projet de long métrage. Et par ailleurs, effectivement, quand on parle de l'histoire de Béhanzin, on parle des trésors qui ont été spoliés et amenés en France et qui font donc pour le moment l'objet d'une demande de restitution officielle de la part du Bénin, ce qui est quelque chose de tout à fait historique. C'est la première fois qu'on le fait, en tout cas de cette manière-là. Et donc voilà, je suis reliée aux deux précédentes interventions, c'est-à-dire que j'estime en tant qu'Africaine que je suis concernée par cette histoire béninoise et la restitution est aussi partie du sujet du long métrage que je souhaiterais mettre en route, en tout cas que j'ai déjà commencé à mettre en route, mais que j'aimerais évidemment maintenant concrétiser. Maintenant, je vais peut-être revenir un peu sur le début de mon parcours pour savoir un peu, pour que vous sachiez un peu d'où je viens. À l'origine, je suis une personne qui a fait des études de sciences commerciales et même de comptabilité, donc a priori, ce domaine du cinéma ne m'était pas ouvert, sauf que j'ai commencé, étant étudiante en sciences économiques au départ à l'ULB, à m'intéresser à la Radio Campus. Donc j'ai, pendant 5 ans, fait énormément d'interviews et d'émissions et de recherches dans l'histoire de l'Afrique, aussi bien l'histoire d'avant que l'histoire contemporaine à ce moment-là, c'était dans les années 80. Et donc, au fur et à mesure, je me suis retrouvée impliquée d'abord par la radio, ensuite par le cinéma, à énormément traiter les thématiques culturelles aussi bien que politiques, économiques et sociales du continent. Et petit à petit, malgré que j'ai quand même obtenu ce fameux diplôme de sciences commerciales, et même avec mention, je me suis retrouvée complètement dans le domaine du cinéma. Mais
dans le domaine du cinéma, c'est une matière en fait qui est très économique. Il faut quand même savoir que des pays comme les États-Unis et d'autres ont énormément d'argent dans leur balance de paiement qui provient de l'exploitation de films. Un exemple que tout le monde connaît en mémoire, Black Panther, ben voilà, c'est vraiment un coup très très bien joué pour un investissement X. Ils ont multiplié par plusieurs chiffres le montant de départ. Donc quand on parle de cinéma, on parle aussi de gros sous. Et par exemple, il faut quand même le voir, cette histoire qui ne rapporte d'argent pour le moment qu'aux Américains, ben, c'est une histoire très fortement liée au Bénin, puisque on voit là-dedans des personnages, la fameuse, enfin j'ai oublié le nom de la générale, la fameuse générale, eh bien, elle est une représentation des Amazones, les Amazones étant l'armée qui a été l'armée la plus crainte par les Français quand ils sont venus conquérir le Bénin. Ils avaient 10 fois plus peur des Amazones, qui étaient la garde rapprochée du roi d'Abomey, que de l'ensemble du reste des armées qui étaient, eux, composés par des hommes. Donc ce personnage-là, de la générale, a suscité un tel intérêt qu'il y a actuellement aux États-Unis des projets de séries télévisées, des projets de documentaires. Lupita a un projet de documentaire sur les Amazones, etc. Et tout ça nous échappe. Et tout ça nous échappe parce que quand on parle cinéma, on a toujours l'impression qu'on n'a pas les moyens, qu'il n'y a pas d'intérêt à s'occuper de cinéma, alors que beaucoup de nos histoires, beaucoup de nos faits culturels, finalement, fournissent le jazz. Par exemple, le jazz, qui a été, comme l'a expliqué à côté de nous, qui a quand même été un produit de la diaspora. Mais le jazz, si on calculait depuis le début de l'existence du jazz tout l'argent qu'a rapporté ce genre musical, mais n'en parlons pas. Jay-Z et Beyoncé sont certainement parmi les plus grosses fortunes du monde, etc. Donc, tout ce côté culturel qui sont négligés par nous parce qu'on se laisse exploiter en tant que champ de matière première, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'interpelle et dans lequel, bon, ça fait déjà plusieurs années que je me suis investie. Alors, au sujet de ce projet sur le roi d'Abomey, il faut savoir que Béhanzin, donc, qui a été un roi d'Abomey qui a été battu par les troupes françaises, est un roi qui a laissé une empreinte, une emprise, enfin, en termes iconiques, extrêmement importante. Et ce roi, à l'heure où je vous parle, il n'existe rien. Il n'existe pas de livre, il n'existe pas de film, il n'existe pas de série télévisée. Regardez Raoul Peck qui a fait un film sur Lumumba, ce film-là a lancé sa carrière. Donc, c'est là où parfois je me dis, bon, ben, on veut vivre dans nos pays, on veut y vivre de façon prospère, et nous avons parfois des choses qui sont sous notre nez, et on n'en fait rien. Je parle du Bénin, je pourrais parler de la rumba au Congo. Il y a des personnages extraordinaires avec des musiques extraordinaires admirées jusqu'aux États-Unis. Est-ce que vous savez que Dr Nico était une des grandes idoles de Jimi Hendrix? Vous voyez? Donc, bon, je ne peux pas tout faire. Je préfère m'occuper d'un endroit où j'étais parce que j'ai vécu 13 ans au Bénin. Je commence par là, mais en indiquant qu'il y a énormément d'autres choses qui peuvent être exploitées au niveau audiovisuel. Alors, par rapport à ce roi Béhanzin, l'histoire, parce qu'on sait qu'il a été invaincu, mais il y a une histoire extraordinaire qui existe, parce que le film que je veux mettre en route s'appelle Le Fils de Béhanzin, qui concerne donc ce fils de Béhanzin, c'est-à-dire que quand son père est mort, il est mort en exil en Algérie, alors qu'il avait tout fait et tout dit pour qu'on le ramène pour ses derniers jours à Abomey, sa terre d'origine. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils lui ont dit, mais vous retournez en Afrique, c'est pas loin d'Abomey, ils l'ont ramené en Algérie, évidemment, à cette époque-là. Je vous parle de 1906. Il a été battu en 1800, vous avez l'air au courant, vous, 1896, si mes souvenirs sont bons. Enfin, il faudrait que je vérifie la date. Eh ben, on n'avait pas toutes ces notions de géographie qu'on avait. Donc, on l'a ramené en Afrique, on l'a ramené en Algérie, il y est mort, et son dernier vœu n'a pas été accompli. Il laisse un fils qui avait 17 ans
au moment où il est mort, qui a grandi avec lui en exil de ses 8 ans à ses 17 ans, et qui a décidé qu'il allait accomplir le projet de son père, c'est-à-dire que les restes repartiraient au pays d'origine. Et il a mis 22 ans pour le faire. Il est allé en France, il a étudié le droit, il a été le premier avocat noir de France. Personne ne sait que le premier avocat noir de France est le fils du roi Béhanzin, ce qui n'est quand même pas une petite information. Pendant ces 22 ans, il a harcelé l'administration coloniale pour que les restes de son père repartent au pays d'origine. Il y a mis 22 ans. Or, il s'était complètement intégré. Il avait pratiquement oublié même sa culture d'origine. Il avait épousé une Française de la haute bourgeoisie bordelaise, etc. Il avait son métier, chef de contentieux des chemins de fer, etc. En fait, il aurait pu oublier toute cette affaire, puisque en plus de ça, il pratiquait même pas assez la langue qu'il avait appris petit pour la parler d'une façon correcte quand il est reparti avec les cendres de son père. Mais il a gardé ça dans sa tête que cette promesse qu'il avait faite à la mort de son père à 17 ans, il devait l'accomplir. Et il l'a effectivement accompli 22 ans après. Il revient avec les restes de son père en 1928, donc, à Abomey, et là, c'est un parfait étranger. On ne sait pas qui c'est ce type, qui n'a pas le torse nu, qui ne porte pas l'épagne, qui ne porte pas... Enfin, il y a tout un décorum, et pire que tout, il a une femme française. Donc, la femme française se met dans des endroits où elle ne devrait pas être, des endroits sacrés, où il n'est pas question de voir une femme, et plus est une femme française. Donc, ça se passe extrêmement mal. Vous imaginez? Et nous parlions de la diaspora. C'est toutes ces histoires de malentendus, parce que nous sommes tous de la diaspora aussi, nous tentons tous de repartir au pays, et nous avons tous ce genre de tristesse, comment dire, de chagrin même, hein, parce qu'on aime nos pays d'origine, mais effectivement, l'expérience de l'ailleurs nous ayant transformés, nous revenons pour vivre des séries de malentendus extraordinaires. Mais un des premiers grands malentendus, ça a été celui du fils de Béhanzin, malentendu qui finalement s'est révélé extrêmement tragique parce qu'il a été empoisonné par ses propres frères. Ouais, donc, classique. Donc, moi, j'ai vraiment envie de remettre cette histoire à la surface, parce qu'on parle beaucoup de ces objets, des objets qui ont été spoliés au moment où effectivement Béhanzin a été battu, mais on ne parle pas un peu de tout ce que ça a créé. En fait, nous vivons toujours les suites de ces histoires coloniales, les suites de ces... Parce qu'il est effectif que nous ne serions pas tous ici s'il n'y avait pas eu ces conquêtes. Je veux dire, moi, je sais que je serais quelqu'un dans un village, peut-être déjà grand-mère et avec arrière-petits-enfants. Là, j'ai fait un seul enfant en me disant, ouf, j'en ai pas fait plus, parce que dis donc, c'est compliqué les enfants, les études, est-ce qu'ils vont mal tourner, est-ce qu'ils vont pas, etc. Avec la discrimination de devenir à moitié dingue. Et moi, pauvre malheureuse maman, a essayé de coller les morceaux psychologiques pour qu'ils tiennent encore debout. C'est ce que nous vivons comme maman africaine. Je crois que personne ne va me tromper dans la salle. Donc, c'est aussi cette façon de voir l'histoire avec notre regard à nous, avec notre regard de personnes de la diaspora, qu'il est important de mettre en route pour ne pas voir ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un noir à l'écran dans les cinémas où nous allons, c'est une prostituée, un dealer, un délinquant, parfois un djihadiste, etc. Je suis dans toutes sortes d'associations ici en Belgique et j'ai dit publiquement devant la ministre de la Culture, Madame Grioli, je vous assure que quand vous faites des films sur la diversité, sur des djihadistes, je ne m'y retrouve pas. La salle entière a éclaté de rire. Et c'est ce combat-là que je mène, c'est-à-dire le combat de montrer une image beaucoup plus complexe, diversifiée et riche de nos diverses expériences que ce que nous voyons où réellement on est juste des caricatures qui n'ont pas de contenu. J'estime que l'histoire de l'Afrique est une des plus exceptionnelle, une des plus riches, une des plus stupéfiantes qui existent et qu'elle est à peine effleurée dans tous les médias. Donc c'est un peu le combat que je mène. Ça c'est par rapport au long métrage.
j'ai aussi entrepris une série télévisée. La série télévisée concerne le quartier Matongé. Encore une fois, je dis, nous avons des choses qui sont sous notre nez, qui nous concernent nos premiers chefs, et nous laissons, je ne vais pas dire, je vais pas être méchante, mais presque des ignorants documenter tous ces espaces-là, intéressants et importants pour nous, parce que Matongé, c'est pas seulement que Matongé. S'il y a eu un Matongé, c'est que c'était l'espace où tous ceux qui se rendaient à l'époque coloniale au Congo faisaient une sorte de petit circuit pour avoir leur papier administratif, pour avoir leur équipement, pour avoir ceci, cela. Donc ça tournait autour de cet espace-là, entre ministères, entre boutiques de ravitaillement et d'équipement. Et de là, en fait, ils partaient vers le Congo. Et cet endroit-là est resté pour être maintenant l'endroit privilégié représentant notre implantation en tant que communauté congolaise ici à Bruxelles. C'est pour ça que je dis cette histoire-là, il n'y a que nous qui pouvons la raconter. Et j'ai saisi l'opportunité parce qu'il y a des appels d'offres pour des séries télévisées différentes, originales, racontant une autre Belgique. Je me suis dit, eh ben dis donc, ça me parle. Je vais vous raconter une autre Belgique, c'est-à-dire la Belgique des Congolais. Et c'est donc le deuxième projet que j'ai actuellement en chemin. Voilà, je crois que je ne vais pas trop m'éterniser vu qu'on a déjà beaucoup dépassé les délais. Mais encore une fois, pour rebondir avec ce que disait Virgile, il y a énormément de façons de se mettre devant et de refuser d'être réduit à des caricatures et des clichés. Entre autres, il y a le moyen du cinéma et de la télévision. Merci. Questions. Il y a des questions. S'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Je t'en prie. Vous parliez de l'image, il n'y a pas que du virtuel. Nous sommes entourés de monuments dégageant l'image africaine et je suis en questionnement par le fait que peu d'Africains sont choqués par cela. Et c'est dans toute la Belgique. Vous allez à la côte, vous allez trouver des monuments avec le militaire qui marche sur la femme noire et son bébé. Vous allez venir ici, il y aura des monuments qui existent. Et on ose encore dire que notre image est mauvaise. Mais lorsqu'on se laisse insulter, on ne peut que se faire insulter. Maintenant, je ne prends pas d'aller casser cela, mais parmi les choses à montrer, je crois qu'avoir même d'inventer les histoires existantes ont une place aussi assez importante du quotidien. Et je crois que c'est de même faire un circuit, inviter les familles à balader leurs enfants, comme on va au musée de l'esclavage, aussi à voir ce musée-là, pour se rendre compte en 3D de l'image que vous avez. Parce que le grand souci de l'Afrique, c'est que la colonie, c'est qu'il y a une histoire depuis 500 ans qui n'a jamais été contestée parce que l'information est combattue que par l'information. Personne ne dégage, ou très peu de personnes dégagent l'information. Donc il faut se réapproprier l'information de sa propre histoire pour ensuite sortir. Et c'est par cette appropriation qu'on se renforce. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Par exemple, il y a un collectif qui s'appelle Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination qui organise des visites guidées de Bruxelles en détaillant et en apportant des informations complémentaires. Par exemple, telle personne dont vous voyez le nom sur la plaque de cette avenue, ben, c'est un assassin, il est allé exterminer des gens dans tel village, et voilà, on lui rend hommage sur la plaque en donnant son nom à l'avenue ou à la rue, etc. Il y a quand même un travail qui est fait déjà depuis un certain nombre d'années, et qui est fait aussi bien par des jeunes afrodescendants que, il faut quand même le dire, par des Belges d'origine qui ont honte, et qui d'ailleurs, je crois que c'est à Ostende, ils se sont amusés à les prendre, à mettre sur toutes sortes de plaques qui existent, parce que Ostende était une ville de villégiature pour Léopold II. Donc, aussi bien il a investi ici à
à Bruxelles, et aussi bien à Ostende, où d'ailleurs il avait une maîtresse, pour la petite histoire. Donc c'est rempli aussi de trucs qui rappellent son aventure, je dis bien entre guillemets, congolaise. Eh bien, ces jeunes Ostendais sont allés mettre sur le nom de ces assassins, de tous ces génocidaires qui se baladent dans les rues de Bruxelles et de Belgique, ils ont mis des plaques en disant, voilà, la rue de Nzinga, de la reine Nzinga, la rue de Lumumba, la rue de, etc. Donc, il y a un espèce de ras-le-bol qui s'exprime à tout niveau contre cette, cette manière dont les ombres du passé continuent de nous écraser, rien qu'en traversant une rue ou un carrefour, on est cerné par ces fantômes, et des fantômes machiavéliques. Je crois que tout récemment, on a retrouvé la tête d'un chef traditionnel qui s'appelle Luzinga, et ce chef traditionnel congolais a été décapité par un capitaine qui s'appelle Storm, qui a bien sûr son nom ici dans la ville. Et donc ce monsieur l'a décapité parce qu'il a, en plus de ça, il a raconté fièrement ses exploits. Parce que ce monsieur lui disait, écoutez, vous ne pouvez pas venir ici saisir nos terres, c'est avec notre accord, c'est si on veut bien, et si on ne veut pas, vous dégager. Et donc il a dit, ce type est complètement insolent, il finira, sa tête finira sur les étagères du musée de Tervuren, et c'est ce qui s'est passé. Et donc que le nom du monsieur soit encore sur une place, c'est un scandale, mais un journaliste de Paris Match n'arrête pas d'écrire des articles à ce niveau, il n'arrête pas de secouer le monde politique, au point que d'ailleurs la plupart des hommes politiques chefs de parti se sont prononcés par rapport à cette question en disant qu'il faut remettre le crâne, gardé encore au musée de sciences naturelles maintenant, à sa famille d'origine. Donc il y a un mouvement qui existe et qui est quand même, moi je dois dire, depuis 4-5 ans assez extraordinaire. C'est fort. Assez fort, assez puissant même, de la jeune génération. Et effectivement, maintenant, le problème, et c'est un peu la deuxième phase du combat, c'est de dire que ça doit être porté dans les livres d'histoire et beaucoup plus médiatisé. Écrivons. Écrivons. Écrivons, David. Et faisons des films. Merci beaucoup. C'est intéressant et je pense que ce que je vais juste rajouter par rapport à ça, je pense que ce que monsieur a dit est important, mais il y a aussi une chose, je pense que nous devons faire, c'est faire preuve de sang-froid. C'est-à-dire que ce que nous avons le plus important en tant qu'être humain, c'est la santé, notre temps et puis également notre état d'esprit. Donc nous devons utiliser notre temps, notre énergie sur des choses qui ont un sens réel et qui peuvent vraiment changer les choses. C'est-à-dire que arrêter de combattre pour combattre, mais de se dire travaillons sur l'économie. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune à l'école, on se moquait des Chinois, les Shintok, machin, etc. Les Japonais même. Les Japonais, etc. Aujourd'hui, les Chinois, on ne se moque plus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le financier. En France, les policiers doivent même apprendre, on va même chercher des policiers chinois pour les amener à Paris. Pourquoi? C'est le financier. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est les finances qui comptent. Le reste, les puissants de ce monde n'en ont rien à foutre. Donc nous devons travailler sur l'économie si nous voulons faire partie de ce monde-là. Sinon, nous devons changer de paradigme. Mais ne pas être dans ces économies-là. Pardon. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'un nourrit l'autre. Oui, tout à fait. On ne peut pas penser à l'Afrique sans français. Oui. On n'est pas africain sur le plan. Tout à fait. Finalement, qu'est-ce qui différencie? C'est pas la couleur. Non. Vous savez, parce que le gars qui revient des vacances, quand il est bien posé, il va pas plus noir. Tout à fait, tout à fait. Il y a une question d'une personne sur le site. Ah d'accord, ok. Oui, qui s'appelle Huguette Aintonji, d'ailleurs, elle s'appelle ta famille. Mais tu dois répondre. Mais donc, je lis la question, sinon comment je vais répondre. Donc sa question c'est, pour quand est prévue la sortie du film? Avez-vous prévu une projection au niveau international? Votre démarche est très intéressante, car à ce jour l'histoire de l'Afrique n'est pas racontée, elle est cachée, enfouie. Il est important que nous-mêmes et nos enfants soyons au fait de notre histoire. Donc, je vais répondre à Madame Aitonji que je suis dans la phase effectivement d'écriture, j'y travaille. J'ai déjà été faire un séjour donc de 4 semaines. Je compte repartir en fin d'année. Elle est là dans la petite caméra là.
Elle suit. Je compte repartir en fin d'année pour continuer d'écrire le projet et effectivement qu'il soit rendu disponible. Maintenant, le délai, vous savez, c'est de 4 à 5 ans certainement parce que ce sont voilà, ce sont des démarches sur le long terme. Je n'ai jamais fait un film qui n'ait pas duré au moins 2, 3, 4, jusqu'à 7 ans parfois avant que je le réalise. C'est un métier d'obsessionnel. Si vous n'êtes pas obsessionnel, obstiné et organisé de telle manière que vous virez d'autres priorités pour pouvoir vous concentrer sur celle-ci, parce que si vous n'êtes pas concentré, vous ne ferez pas le film. Oui, là, je suis quand même j'ai déjà fait 10 films, donc je connais un peu la méthode, mais il n'y a pas d'autre méthode que d'être complètement obsédé par le projet et de le vouloir à tout prix, à toute force, et presque au prix de beaucoup de sacrifices et sa propre santé. Ouais, je vous en prie. Merci, merci.